Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'accessibilité des questionnaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Aurélien Lévy de Temesis, qui est expert du sujet depuis de nombreuses années, et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Aurélien Lévy, je suis le directeur de Temesis et je dirige Temesis et encore interviens en tant qu'expert accessibilité que j'ai commencé à travailler dans les années 2000-2002. Donc effectivement, ça fait un certain temps déjà que je travaille sur le sujet. Et on peut dire aussi que tu es co-rédacteur du RG2A ? Oui, alors version 1, version 2, pas la version 3 et la version 4. Ok. Et ben merci. De mon côté, il y a Muriel Dedonat, responsable du pôle produit au Sphinx. Donc, le pôle produit, c'est le service qui est chargé d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à nos logiciels, d'améliorer les interfaces existantes. Et voilà. Donc, on va peut-être introduire un petit mot sur nos sociétés respectives pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je te laisse d'abord la parole, Aurélien. Oui, rapidement, donc Temesis est un acteur assez ancien sur l'accessibilité qui existe depuis les années 2000. On travaille sur l'accessibilité et puis un peu plus largement sur tous les sujets liés au numérique responsable. Donc, on va adresser l'accessibilité numérique, mais également la partie éco-conception et puis la partie privacy, sécurité, RGPD. On ne fait pas de développement, on n'intervient qu'en formation, en conseil, en accompagnement, en stratégie. Voilà, on reste tiers des acteurs de développement. Et aujourd'hui, on est 32 personnes. Eh bien, parfait. Côté Sphinx, nous sommes à la fois éditeurs de logiciels spécialisés dans les enquêtes et l'analyse de données d'enquête et de toutes sortes de données, mais aussi institut d'études, à la fois sur les compétences Cali et Canti. On va du brief jusqu'au rapport d'analyse qui contient des recommandations directement actionnables. Nous sommes aujourd'hui plus de 90 et les chiffres sur cette slide mentent puisque nous avons maintenant 40 ans, on se rajeunit toujours. Et nous sommes basés sur 3 continents actuellement et initialement présents à Annecy et Grenoble en France. Alors, aujourd'hui, un petit mot pour vous dire de quoi on va parler. Donc, ce webinaire va s'articuler en 2 parties. Donc, la première qui sera plutôt animée par Aurélien, qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'est l'accessibilité, le cadre législatif qui est concerné, mais aussi une mise en situation. Parce que beaucoup d'entre vous nous posent des questions pour nous demander est-ce qu'on peut vocaliser les questions. On reçoit beaucoup cette demande. Donc, concrètement, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond d'utiliser des logiciels qui permettent de vocaliser ce qu'on appelle des lecteurs d'écran, mais aussi de la navigation clavier, beaucoup de choses, pour que ça soit vraiment concret pour vous, pour que vous puissiez vous mettre à la place de personnes en situation de handicap. Suite à cette première partie, on aura un petit temps de questions-réponses de 5 minutes pour répondre aux questions que vous avez en tête après cette partie. Et ensuite, on démarrera sur une deuxième partie où je vous présenterai la démarche que nous avons eue côté Sphinx pour améliorer l'accessibilité de nos questionnaires et quelques petites bonnes pratiques de conception. Et on finira sur un nouveau temps d'échange de questions-réponses. Et bien voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Aurélien qui va aussi partager son écran. Voilà, vous me dites si c'est bon. On le voit. Est-ce que vous le voyez aussi de votre côté? Moi, je ne vois plus le chat, donc du coup, Muriel, je te laisse. Oui, c'est tout bon. C'est parfait. Ok. Très bien. Donc, on va démarrer. Donc, l'idée, c'est de faire un bref rappel aussi de ce que c'est que l'accessibilité numérique. Vous n'êtes pas tous forcément bien au clair sur le sujet. Donc, petit rappel de base, c'est que l'accessibilité numérique, je l'ai dit, pour ma part, j'ai commencé à travailler dessus dans les années 2000, mais c'est même bien plus ancien, puisque dès la conception d'Internet, Internet a été pensé dès le départ comme étant un moyen de mettre à disposition de tous les individus les services et les contenus numériques. Donc la vision du web qui était celle de Tim Berners-Lee, l'inventeur d'Internet, était de faire du web for all et donc de mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel, logiciel, infrastructure réseau, langue maternelle, culture, localisation géographique et aptitude physique ou mentale. Donc on voit par l'aspect aptitude physique ou mentale, évidemment, les personnes ayant une déficience physique ou sensorielle sont concernées, mais également aussi avec les aspects matériels et logiciels, puisqu'on le verra, puisque ces personnes-là vont utiliser ce qu'on appelle des technologies d'assistance pour
veut dire manipuler les outils informatiques ou mobiles qu'ils peuvent être amenés à utiliser au quotidien. Plus concrètement, pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité numérique, ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'elles puissent utiliser internet comme n'importe qui, qu'elles puissent percevoir les contenus, qu'elles puissent comprendre les contenus, qu'elles puissent naviguer et interagir avec les contenus et puis qu'elles puissent contribuer aussi. Aujourd'hui, notamment dans le cadre du Sphinx, on a des questionnaires en ligne, donc pouvoir répondre à des questionnaires fait partie effectivement comme n'importe qui, je dirais, d'une volonté de pouvoir participer, que ce soit pour répondre à des questionnaires ou pour faire ses courses, payer ses impôts. Voilà, comme aujourd'hui, tout le monde utilise Internet au quotidien et ça facilite la vie de plein de gens, et ben, il n'y a pas de raison que les personnes en situation de handicap ne puissent pas bénéficier de tout ce qu'apporte Internet. Au niveau du cadre législatif et normatif, alors je l'ai dit, le sujet n'est pas nouveau, donc on a une addition de véhicules réglementaires qui ont porté sur l'accessibilité numérique, que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial. Tout ça repose à la base sur un droit fondamental qui est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a été signée par plus de 130 ou 150 pays, je ne sais plus, je n'ai plus le nombre exact, mais en tout cas un nombre de pays importants, dont la France, bien évidemment, et tout un tas d'autres pays, et qui oblige effectivement à transposer ça dans les réglementations nationales. Au niveau de la norme internationale, on a un standard qui s'appelle les WCAG, WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont les règles pour l'accessibilité des contenus web. Donc on est là sur un document qui donne des grands principes, qui donne des grandes règles de base. Par exemple, il faut que les choses soient suffisamment contrastées, il faut que les choses soient utilisables au clavier, il faut que les choses puissent être zoomées à un certain pourcentage. Donc on est sur des grandes règles qui ne sont pas traduites techniquement et opérationnellement, mais qui donnent les grands principes qu'il faut respecter pour répondre à, pas la totalité, puisqu'on ne peut jamais être accessible à 100%, notamment sur le handicap cognitif. Les WCAG disent elles-mêmes que tous les handicaps cognitifs ne peuvent pas être couverts par cette norme internationale, mais ce sont des guides et des bonnes pratiques qui vont lever le maximum de barrières pour le maximum de gens et vous mettre dans la bonne logique, je dirais, de ne pas créer de discrimination. Maintenant, comment tout ça s'est traduit en France? Donc, je l'ai dit, il y a eu différents véhicules réglementaires. Il y a eu tout d'abord en 2005 une première loi, l'article 47, la loi du 11 février 2005, qui introduisait des obligations pour les services de communication au public en ligne. Donc, ça concernait principalement les ministères, les choses administratives, donc les ministères, les villes, les collectivités, les régions, les départements, les bibliothèques municipales. Voilà, c'est déjà beaucoup de personnes possiblement concernées. Mais en 2016, ce périmètre a également été étendu à certains acteurs du secteur privé, notamment les acteurs qui ont une mission de délégation de services publics, donc tout ce qui est régie d'eau, d'électricité, transport, etc., qui pourraient être affiliés à l'État. Et puis également toutes les entreprises privées qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros déclarés en France. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2023, avec une entrée en vigueur il y a quelques jours, samedi dernier, une nouvelle extension qui, cette fois, ne concerne pas des typologies d'acteurs, mais concerne des typologies de services. Donc, si vous avez notamment, par exemple, un site e-commerce ou un site dans lequel il y a un espace client qui peut être considéré comme du e-commerce, vous êtes désormais également, même si vous ne faites pas 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes désormais sous le coup potentiel d'obligations en matière d'accessibilité. Même chose si vous avez des services dans le domaine des médias audiovisuels, dans le domaine bancaire, des transports, ou des livres électroniques ou de la téléphonie. Donc on a aujourd'hui effectivement un champ d'acteurs qui sont possiblement soumis à la réglementation qui est assez important, avec des obligations qui peuvent varier. Je passe rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur public a désormais des obligations d'un côté déclaratives et de l'autre de résultats. Aujourd'hui, un site de collectivité devrait être en théorie 100% conforme. Si ce n'est pas le cas, en théorie, encore une fois, l'Arcom peut venir sanctionner cette autorité, cette collectivité. Sur les entreprises privées, tout ce qui est services, e-commerce, bancaire, etc., que j'ai cité, pareil, à partir de samedi dernier, il y a désormais des obligations de conformité. Même chose, un site e-commerce qui aujourd'hui fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires
peut être sanctionné par la DGCCRF si les services qu'il fournit ne sont pas 100% conformes. Et puis, on a un peu une exception, effectivement, qui est un peu étrange d'ailleurs, mais peut-être que ça va être amené à évoluer. Si je suis une entreprise privée qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais que je n'ai pas de site e-commerce, j'ai également des obligations, mais pas des obligations de conformité, j'ai uniquement des obligations déclaratives, dans lesquelles il faut que je vienne dire, j'ai un plan d'action sur 3 ans, j'ai déclaré un niveau d'accessibilité, mais je n'ai pas pour l'instant d'obligation de résultat. Non, possiblement, ça pourrait être amené à évoluer. En France, en termes de cadre technique, donc j'ai parlé des WCAG, on a un référentiel national qui s'appelle le RGA, Muriel l'a cité tout à l'heure, donc c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. La version actuelle est la version 4.1.2. Il est obligatoire pour le secteur public. Dans le secteur privé, on va plutôt utiliser soit les WCAG, soit la norme européenne, soit un autre référentiel qui est un peu plus complet, qui reprend le RGA, mais qui l'étend un petit peu, qui s'appelle le RAWEB, qui permet de couvrir l'exhaustivité de la norme européenne. À quoi sert le RGA ou le RAWEB? En fait, ça permet de vérifier la conformité à la norme européenne ou à la norme internationale, donc les fameuses WCAG. Donc ce n'est pas en soi une norme, le RGA, c'est une méthode de contrôle, une méthode de vérification qui est utilisée de manière collective, au moins par les acteurs en France à minima, ce qui permet qu'on ait tous la même façon d'analyser le standard et d'éviter effectivement des écueils. Alors, il y aura toujours des critères qui seront interprétables, mais qu'il y ait trop de variabilité dans la façon dont sont audités les sites ou les applications. Est-ce qu'il y a des sanctions, pardon Aurélien, est-ce qu'il y a des sanctions si on ne respecte pas? Alors, les sanctions sur les aspects déclaratifs, donc qui concernent à la fois le secteur public et à la fois le secteur privé, entreprise qui fait plus de 250 millions, il y a possiblement des sanctions à hauteur de 25 000 euros par an, tous les 6 mois, par site sur lequel il n'y aurait pas les éléments déclaratifs. Ça, c'est géré par l'Arcom. Pour le secteur public, il y a possiblement une sanction jusqu'à 50 000 euros en cas de non-conformité. Et pour le secteur privé, donc e-commerce, banque, etc., on a 2 sanctions possibles. Une première sanction qui est l'amende administrative, qui, elle, peut être de 7 500 à 15 000 euros en cas de récidive. Et on peut avoir des astreintes journalières qui peuvent, elles, monter au global, puisque c'est 3 000 euros par jour au maximum pendant 100 jours, donc au maximum jusqu'à 300 000 euros. Et une arme ultime qui est la confiscation du service, mais bon, ça, je n'y crois pas trop. Mais voilà, en termes de risques, on va dire, de sanctions, il existe possiblement des choses, effectivement, avec des autorités de contrôle qui peuvent sanctionner. Après, est-ce qu'elles le feront, à quelle fréquence, à quelle vitesse elles le feront? C'est un peu comme, je pense, comme pour le RGPD, la CNIL, voilà, elle a forcément des moyens qui sont limités, donc elle va s'intéresser d'abord aux très gros acteurs, aux gens sur lesquels il y a des plaintes. Il y a des gens qui pourront se plaindre à ces autorités de contrôle, donc voilà, tout ça va un peu se mettre en place. Je lui ai dit, ça démarre sur ces aspects-là depuis samedi dernier, donc tout ça reste encore à mettre en place, mais bon, c'est sûr que voilà, demain, je dirais, vous n'allez pas recevoir le courrier de la DGCCRF demain. Ils ont d'ailleurs indiqué que les premières cibles qu'ils auraient sont plutôt dans le secteur des transports, voilà, avec certains acteurs qui ont déjà été identifiés et remontés par des associations comme étant problématiques. Donc, en théorie, il y a des sanctions. Dans la pratique, ça va arriver sans doute plutôt à partir de 2026-2027, pas forcément dès cette année. Parfait. On nous dit aussi dans le chat qu'il y a finalement une sanction au niveau de l'image de l'entreprise aussi, parce que c'est aussi... Oui, évidemment, effectivement, quand on est un acteur, un ou des acteurs qui se positionnent avec une communication RSE, se faire attraper pour discrimination ou se prendre une plainte d'utilisateur en situation de handicap, ça ne fait pas forcément très bonne presse. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'un côté le risque financier, mais pour certains acteurs, il y a un vrai risque d'image et ou un risque concurrentiel aussi dans certains cas, puisque les personnes en situation de handicap sont des consommateurs comme n'importe qui. Donc aujourd'hui, si je ne peux pas faire mes courses sur un site de e-commerce, mais que je peux les faire sur un autre, très probablement, je vais aller sur celui où je peux les faire. Donc voilà, il y a forcément aussi possiblement un risque financier de perte de chiffre d'affaires qui peut arriver. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je continue. Pour l'instant, tu peux continuer. Merci. Donc, dans le cadre du Sphinx, en tant que tel, le Sphinx n'a pas d'obligation en nom propre, puisque le Sphinx ne fait pas 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.
pas encore en tout cas. Le Sphinx aujourd'hui ne vend pas directement des choses à des particuliers. Ils vendent à des entreprises. Et donc, dans ce contexte-là, en propre, le Sphinx n'a pas d'obligation. Par contre, en tant que prestataire, le Sphinx a un devoir de conseil et doit répondre aux obligations réglementaires qui sont imposées à ses clients. Donc, si effectivement le Sphinx travaille avec des entités qui font 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui font du service e-commerce, du service transport, du service bancaire, etc., et qui ont des employés aussi, puisqu'il y a aussi une loi, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment qui concerne aussi la discrimination dans le contexte du travail. Hein. Donc si j'envoie des questionnaires à mes salariés et que les questionnaires ne peuvent pas les remplir, c'est a priori problématique. Donc le Sphinx se doit de répondre aux obligations et aux attentes de ses clients. Donc, il y a cette partie-là, qui est la partie, je dirais, technique gérée par le Sphinx. Et puis, par contre, il y a aussi quand même une partie qui est gérée du côté client, qui est la partie contribution, construction du formulaire et la bonne utilisation du logiciel et de ses fonctionnalités pour s'assurer qu'au final, derrière, on a un résultat qui est conforme. À ce jour, Muriel en reparlera peut-être, effectivement, on a déjà réalisé un audit du socle qui a été produit il y a quelques temps avec une déclaration d'accessibilité RGA et une déclaration WCAG qui a été produite. Un petit mot sur ce sujet. C'est vrai qu'en ce moment, comme il y a des obligations qui apparaissent, beaucoup de solutions et de prestataires avec des solutions un peu magiques, soit pour faire de l'audit, soit pour corriger les sites, qui agit des gros mots, IA en 24 heures, en 48 heures, conformité 100%, voilà. Attention à toutes ces solutions-là. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'outils qui permettent d'automatiser à 100% l'analyse, il n'y a pas d'outils qui permettent de corriger à 100% l'accessibilité. Aujourd'hui, pour rendre accessible et conforme un site web ou une application mobile, il y a forcément des choses à faire au niveau du contraste, au niveau du code, au niveau de la contribution, si on veut au final avoir un résultat qui est accessible. Ça demandera nécessairement des efforts. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez, par l'ajout d'un petit bouton magique, vous pourrez vous débarrasser, entre guillemets. Voilà, ça demande effectivement de vous pencher sérieusement sur le sujet pour obtenir un résultat qui est durable dans le temps. Est-ce qu'on peut même dire que ces outils finalement de surcouche, des fois, empêchent l'accès au contenu pour les personnes en situation de handicap plutôt que de les aider? Alors, il y a certains de ces outils-là, en tout cas, qui effectivement génèrent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions, notamment des outils de génération d'alternatives d'images automatiques qui vont se mettre à décrire visuellement tout ce qu'il y a sur les images, alors que pour la plupart des cas, ce sont des images décoratives qui n'ont pas besoin qu'on contribue un texte alternatif, et au contraire, elles ont besoin qu'on ne les vocalise pas, qu'on n'annonce même pas qu'elles existent, puisqu'elles n'apportent rien. Donc, ce type d'outil, effectivement, est parfois générateur de problèmes, et la plupart du temps, les interfaces de ces outils-là sont eux-mêmes pas conformes en termes d'accessibilité, ce qui est un comble, mais qui est malheureusement la réalité. Donc, à qui s'adresse en premier l'accessibilité? Bien évidemment aux personnes en situation de handicap, donc les personnes qui ont des déficiences. Ces déficiences peuvent être de différents types. On peut avoir des déficiences sensorielles, des déficiences motrices, des déficiences cognitives. Donc, ça va être des personnes malvoyantes, des personnes aveugles, des personnes daltoniennes. Dans la malvoyance, il y a tout un champ de déficiences. Il y a des personnes qui voient flou, des personnes qui voient avec un effet tunnel, des fois à l'inverse, qui ont une vision uniquement périphérique. Qui ont des tâches. Voilà, il y a tout un tas de différentes personnes. On a des personnes sourdes ou malentendantes, même chose, des personnes qui sont sourdes de naissance, d'autres c'est progressif. Donc la difficulté pour ces personnes-là, souvent on se pose la question, une personne sourde, c'est quoi le problème? Elle peut voir l'écran, elle peut lire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est sourde de naissance va souvent avoir des difficultés de lecture de l'écrit, puisque l'apprentissage de la lecture passe souvent par l'oral. Et donc, c'est des gens qui arrivent quand même généralement à apprendre à lire, bien évidemment, mais qui vont garder des difficultés. Et c'est pour ça que notamment, il y a la langue des signes ou la langue parlée complétée qui peuvent exister, qui sont une alternative à l'écrit. Les personnes qui ont des troubles moteurs, bien évidemment, on va adresser principalement tout ce qui concerne le trouble moteur des membres supérieurs, puisqu'il empêcherait d'interagir avec un téléphone, un ordinateur ou ce genre de choses. Mais même une personne qui est en fauteuil électrique ou fauteuil manuel, va utiliser différemment ces outils, puisque quand elle est en train de se déplacer, elle n'est pas comme vous à pouvoir marcher dans la rue avec son téléphone. Il faut qu'elle puisse
interagir avec son fauteuil, et donc elle va consulter, pas forcément au même moment, pas forcément avec les mêmes moyens, les contenus numériques. Et puis, les déficiences cognitives ou intellectuelles, ça peut être effectivement des personnes qui ont des troubles de la concentration, des difficultés de lecture, des troubles de l'attention, des pertes de mémoire. Voilà, je l'ai dit, il y a tout un tas de choses, même choses qui sont différentes. Ici, on ne va pas pouvoir adresser individuellement toutes les typologies, bien évidemment. On va pareil avoir plutôt des grandes règles la dyslexie, voilà, un autre exemple, des grandes règles qui facilitent ou qui évitent les problèmes. Donc, par exemple, pas de texte justifié, le fait qu'il y ait des illustrations pour aider à comprendre, d'utiliser du texte, de la rédaction, du rédactionnel simplifié aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses de ce type-là qui peuvent être mises en place. On nous demande pour l'illettrisme aussi, est-ce qu'il a... L'illettrisme en tant que tel, je ne crois pas que ça soit considéré comme un handicap, mais effectivement, on peut imaginer qu'une solution de vocalisation des pages va aider à une personne qui ne sait pas lire, évidemment, à comprendre le contenu et à être en capacité de le lire. Mais voilà, après, peut-être, hein, mais à ma connaissance, effectivement, je ne pense pas que ça soit considéré comme une déficience. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le handicap est très encadré. Il y a beaucoup de gens qui ont une déficience, mais qui pour autant ne font pas faire la démarche, entre guillemets, administrative de reconnaissance du handicap, puisque pour avoir une reconnaissance du handicap, il faut passer devant un comité de médecins, il faut aller à la MDPH, il faut faire tout un dossier administratif qu'il faut renouveler. Alors, je crois que ça a changé depuis peu, mais récemment, il fallait tous les X années renouveler. Par exemple, vous étiez aveugle, vous faisiez un dossier à la MDPH, et puis au bout de 5 ans, on vous dit est-ce que vous êtes toujours aveugle? A priori, oui, mais il fallait quand même refaire le dossier. Voilà. Alors, ça a changé heureusement assez récemment. Mais voilà, il y a une reconnaissance aujourd'hui administrative avec des degrés d'invalidité qui permettent d'avoir des cartes d'invalidité, etc. C'est toute une démarche en tant que telle. Donc, pas confondre par contre la déficience et le handicap. La déficience en soi, je suis malvoyant, je suis sourd, je suis aveugle, n'est pas un handicap. Ce qui est handicap, c'est le fait que le milieu dans lequel je suis n'est justement pas adapté à ma déficience. Si vous êtes en fauteuil roulant et que vous êtes dans un bâtiment qui est totalement adapté, les toilettes, les ascenseurs, etc., aux personnes en fauteuil roulant, vous n'avez pas de handicap. Le handicap, il apparaît parce que l'environnement n'est pas adapté. Et donc, typiquement, quand je suis sur un site Internet, c'est parce que votre site Internet n'est pas adapté aux outils que va utiliser la personne qui a une déficience que vous allez créer une situation de handicap. En termes de chiffres, aujourd'hui en France, alors ce sont des chiffres de l'INSEE, ce ne sont pas les chiffres administratifs du handicap, encore une fois, ce sont, suite à une étude de l'INSEE, les gens qui se considéraient comme ayant à un moment de leur vie étaient en situation d'incapacité. Donc, en moyenne, on est entre 10 et 15% de la population qui se déclare voire même certains cas 20%. Et c'est des chiffres qu'on retrouve à l'échelle européenne, voire même à l'échelle mondiale, hein, qui se déclarent comme ayant effectivement une situation de handicap. Et puis, on a une population qui est vieillissante. Alors, en France, pendant longtemps, elle a été un peu épargnée. Ça commence à arriver. Dans d'autres pays, c'est déjà beaucoup plus le cas. En Allemagne, au Japon, voilà, et dans d'autres pays. Et donc, forcément, avec le vieillissement, il y a aussi des problèmes de santé qui apparaissent, des gens qui entendent moins bien, qui voient moins bien, qui ont moins de concentration, qui ont des tremblements, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, à la fois techniquement et à la fois légalement, faire de la statistique. Donc, vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui sur votre site web combien vous avez de personnes handicapées qui l'utilisent. Je l'ai dit parce que déjà, en termes de données utilisateurs, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé. Et puis, techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le seul contexte dans lequel c'est possible, c'est sur les applications mobiles natives, où vous n'avez pas capacité de savoir si la personne a une déficience, mais vous avez capacité de savoir si elle a activé des fonctionnalités d'accessibilité. Donc, notamment, on verra tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des lecteurs d'écran. Vous avez capacité de détecter si un lecteur d'écran est activé ou pas sur le téléphone, mais vous ne savez pas pourquoi la personne l'a activé. On l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est peut-être elle a des problèmes d'illettrisme, ou est-ce que c'est parce qu'elle est non-voyante ou malvoyante ou handicap cognitif? L'objectif de l'accessibilité, en fait, c'est de permettre à tous les utilisateurs, on l'a dit, un accès à l'information, aux fonctionnalités, au confort de navigation. Simplement, pour les personnes en situation de handicap, ce n'est pas qu'un bénéfice, c'est nécessaire, c'est essentiel pour certaines, parce qu'elles ne peuvent pas, si vous ne rendez pas accessibles ces éléments-là, accomplir la tâche qu'elles sont censées faire de manière autonome.
Donc derrière, c'est effectivement la question de l'autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir déclarer ses impôts, c'est normal qu'une personne en situation de handicap qui est aveugle soit obligée d'aller au centre des impôts si elle n'a pas quelqu'un de sa famille qui est capable de faire la déclaration à sa place? A priori, non. Voilà, donc c'est une question de droit, c'est une question de liberté et d'autonomie des personnes en situation de handicap de pouvoir utiliser tous ces services de la même manière que n'importe qui. En termes d'outils, on en a parlé, je l'ai dit, les personnes en situation de handicap vont utiliser des technologies d'assistance. Donc, ce sont soit des logiciels, soit des matériels qui vont permettre de gommer, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas compenser la déficience et permettre d'interagir avec le périphérique, ordinateur, tablette que la personne veut utiliser. Donc, on a par exemple des logiciels, donc notamment des lecteurs d'écran, qui vont vocaliser tout ce qui est affiché sur une page. On va avoir des loupes d'écran qui vont zoomer l'écran jusqu'à 2000% ou 5000%. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez tout un écran, la personne elle va avoir 2-3 caractères et elle va devoir se déplacer de droite à gauche, de bas en haut pour pouvoir lire la globalité et avoir une vue globale de l'écran. On va avoir aussi des logiciels par exemple, de commande vocale. Donc, on va parler à son ordinateur. Aujourd'hui, au quotidien, de plus en plus, vous utilisez vous-même ça pour interagir avec des serveurs vocaux, ce genre de choses. Maintenant, on peut, dans les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac, parler à son ordinateur pour que celui-ci fasse des choses. Les claviers virtuels, ce sont des claviers qui sont, au lieu d'être physiques comme vous avez l'habitude d'utiliser, des claviers qui sont affichés à l'écran. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas interagir avec un clavier physique, de pouvoir virtuellement saisir du texte en tapant sur des touches qui sont comme dans un logiciel affiché à l'écran. Des contacteurs, donc là, et des détections de mouvement, donc ce sont plutôt des gros boutons qui vont être positionnés en fonction des capacités de la personne. Par exemple, ça peut être des boutons qu'on a à gauche et à droite de sa tête, et puis on vient cliquer sur les boutons en bougeant sa tête. Ça peut être des contacteurs juste au niveau des pouces, par exemple, parce que c'est les seuls doigts que la personne peut bouger. Voilà, il y a des gens qui en ont au niveau des pieds. Tout ça dépend des déficiences de chaque personne. On a aussi des fonctionnalités natives dans les navigateurs, donc présents dans Firefox, Chrome, Edge, nativement. On peut déjà avoir un certain niveau de solutions et de réponses pour grossir les textes, zoomer, redimensionner l'affichage. On a des extensions de navigateurs également qui peuvent exister et qui peuvent aider. Et pareil, au niveau des systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Mac ou Linux, on peut changer les couleurs, grossir les textes, faire tout un tas de choses, désactiver des animations, réduire les transparences. Notamment, voilà, je ne sais pas si vous avez passé les dernières versions d'iOS qui vont sortir où on a tout un effet glace, vert transparent, etc., qui ont déjà été remontés comme étant très problématiques pour les personnes malvoyantes et sur lequel Apple joue pour l'instant sur le fait qu'il y a ces fonctionnalités d'accessibilité pour réduire la transparence. Après, ils reverront peut-être leur copie dans des versions à venir, mais en tout cas, au moins, il y a quand même une solution aujourd'hui directement dans les paramétrages du système d'exploitation. Alors, un premier petit exemple de ça, donc la navigation au clavier. Donc, pour naviguer au clavier, vous avez sur votre clavier la touche tabulation. La touche tabulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'éléments interactifs en éléments interactifs. Donc, quand je fais tab, tout ce qui est lien, élément de formulaire, bouton, doit recevoir le focus clavier. Vous devez voir visuellement où est-ce que se situe ce qu'on appelle le focus clavier, donc c'est le curseur clavier, on va dire, et pouvoir interagir avec les éléments. Donc là, typiquement sur un formulaire, le Sphinx, on a un module qui est un module glisser-déposer. Un glisser-déposer, normalement, se fait à la souris. Donc, je prends la modalité 1 dans la colonne de gauche, je la déplace dans la colonne de droite. Est-ce qu'on peut réaliser ça avec le clavier? Donc, je vais partager ici. Donc là, vous devez voir normalement le formulaire. On le voit. OK. Donc là, vous voyez, je suis en train de tabuler. Je n'utilise pas ma souris. Je tabule avec la touche Tab. Donc, je peux naviguer dans les éléments en question. Et puis, je peux valider. Pardon, ça c'est les il faut recharger le formulaire. Il est ouvert depuis trop longtemps. Il est ouvert depuis trop longtemps. Je retourne. En même temps, vous voyez que je peux cocher effectivement les différents modules. Je peux aller ici,
c'est celui-là qui est obligatoire. Hop, je passe cette étape-là. Donc, tout cela est fait au clavier. Tout cela est fait au clavier, effectivement. Donc, vous voyez ici, je peux sélectionner et déplacer mes modules dans la deuxième colonne ou les remettre à gauche. Donc voilà, tout ça peut se faire au clavier sans que j'ai besoin de manipuler ma souris et valider et aller aux étapes suivantes. Donc là, il y a vraiment capacité d'interagir à la place d'utiliser la souris. J'utilise uniquement mon clavier. Donc tout ça fonctionne bien. Hop. Donc la navigation clavier, ça va être utilisé par les personnes aveugles, par exemple, puisqu'une personne aveugle ne voit pas le pointeur souris, donc elle ne va pas interagir avec une souris. Ça va être également utilisé par les personnes qui ont une déficience motrice, qui, pareil, seraient dans l'incapacité d'interagir avec une souris, parce qu'elles ne peuvent pas bouger la souris en tant que telle, et elles vont être sur soit directement l'interaction avec un clavier physique, soit sur un autre type de dispositif qui, au final, va fonctionner comme un clavier en termes de résultats d'interaction. Pour introduire ce que tu vas dire après, on avait une question. Est-ce que l'on doit tester nos enquêtes avec des logiciels comme JAWS ou NVDA pour s'assurer de la bonne vocalisation et vérifier la chronologie de lecture? Donc ça, normalement, c'est le travail effectivement des équipes du Sphinx de faire en sorte que la vocalisation de l'ensemble de l'interface, des éléments, de formulaires, etc., se matérialise correctement dans les lecteurs d'écran. Ce qui, par contre, sera de votre côté, c'est, comme je le disais tout à l'heure, et pareil, Muriel en reparlera peut-être, c'est les aspects contributifs. Si, en termes d'intitulé des formulaires, vous mettez n'importe quoi et que vous appelez ça la case dans laquelle il faut mettre son nom, vous l'appelez Toto, bah forcément, la personne, on va lui vocaliser Toto. Donc, il faut que les intitulés que vous mettez sur vos questionnaires et vos champs et vos questions soient suffisamment explicites et compréhensifs pour que n'importe qui puisse effectivement accéder à l'information. Quand vous mettez une image, si besoin que cette image elle ait une alternative, on voit, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a une façon de contribuer son formulaire pour qu'au final, tout ça fonctionne bien dans les lecteurs d'écran. Mais techniquement, aujourd'hui, alors on n'est pas à 100%, mais presque, de mémoire. Hein, il reste quelques tout petits détails, mais... on ne divulgage pas. Je ne spoil pas les résultats, mais on est sur un niveau technique aujourd'hui sur le socle que nous, on a vérifié en tout cas, qui est très bon et qui permet effectivement de ne pas avoir à se soucier sur les aspects techniques, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Autrement dit, ce n'est pas à nos utilisateurs d'aller tester, de faire en sorte que la navigation clavier marche, que les lecteurs d'écran puissent fonctionner. On l'a fait de notre côté. C'est ça. Donc, au niveau des lecteurs d'écran, justement, il y en a plusieurs. On a un acteur historique sur Windows qui s'appelle JAWS, qui est une solution payante, qui est souvent une solution qu'on trouve dans le milieu professionnel. NVDA, donc, qui est la même chose, mais en mode open source gratuit, qui est de plus en plus utilisé. Alors, les gens souvent utilisent les deux, voilà, un au titre privé, un à titre perso, et puis ils switchent de l'un à l'autre. Mais voilà, c'est plutôt NVDA qu'elle vend en poupe du fait qu'il soit gratuit, bien évidemment. Sur Mac et sur iOS, vous avez VoiceOver nativement, qui est inclus dans tous les Mac et tous les iPhones, iPad, etc. Alors, ce n'est pas exactement la même version entre la version Mac, la version iPhone et la version iPad. Ce sont des versions de VoiceOver différentes, mais grosso modo, ça fonctionne de la même manière. Et puis, sur Android, vous avez Talkback, pareil, qui est une solution gratuite. Alors, pareil, en fonction du téléphone que vous avez acheté, parfois c'est du Samsung, parfois c'est du natif Google, donc il peut y avoir de la surcouche. Par exemple, Samsung a son propre lecteur d'écran, d'autres marques ont leur propre lecteur d'écran, mais par défaut, pour ceux qui n'en ont pas, il y a effectivement capacité d'utiliser Talkback, qui est la solution gratuite mise à disposition par Google. Et puis il en existe encore d'autres, on a Orca sur Linux, Narrator qui est pas totalement un lecteur d'écran, mais qui est déjà un premier niveau d'aide inclus nativement dans Windows, et puis encore d'autres types de solutions. Même chose ici, donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, je vais aller sur, pareil, un questionnaire côté Sphinx. Et donc là, on a une échelle, donc pareil, un curseur où on peut dire effectivement, est-ce qu'on est d'accord, pas du tout d'accord. Donc on va voir ce qui est vocalisé par le lecteur d'écran. Et puis un petit formulaire où je vous montrerai à l'inverse qu'en termes de vocalisation, on n'a pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir comprendre ce qu'on me demande de saisir. Donc là, moi, je vais basculer pareil sur mes pages et je vais activer mon lecteur d'écran. Donc moi, je suis sur Mac.
Donc, ce que je vais activer, c'est le lecteur d'écran VoiceOver. Vous allez l'entendre parler à ma place, si tout va bien en tout cas. Hop. Donc ici, je me mets sur, vous voyez le questionnaire, c'est bon. Hop. Attention, ça va parler. VoiceOver activer réglage système Chrome. À 11 Sphinx étape 4 sur 8 contenu de l'onglet partagé Google Chrome. Pas du tout d'accord. Échelle graduée. Curseur. Pas d'accord. Neutre. D'accord. Tout à fait d'accord. D'accord. Neutre. Pas d'accord. Pas du tout d'accord. Vous êtes actuellement sur VoiceOver désactivé. Donc là, vous avez vu que avec le lecteur d'écran, j'arrive bien sur le module et quand j'interagis avec, il m'annonce bien la mise à jour de la valeur que je veux choisir. Comme ça, je sais précisément ce que j'ai choisi comme valeur. Donc, même chose, là, au niveau technique, le Sphinx a bien pris en compte à la fois l'utilisation du clavier, puisque là, j'ai utilisé mon clavier, je n'ai pas utilisé ma souris, comme ça pourrait être le cas ici pour déplacer le curseur. J'ai utilisé le clavier et lors de l'interaction avec le clavier, le lecteur d'écran est bien informé de la mise à jour et vocalise bien la mise à jour. Je vous prends ici mon deuxième exemple, contre-exemple plutôt. Donc ici, on a un formulaire dans lequel on me demande de saisir une date de naissance avec le jour, le mois. Pas encore, Aurélien, je ne sais pas si ça a changé. Ça devrait être bon. Si j'ai un formulaire où on me demande de saisir une date de naissance avec le jour, le mois et l'année. Mais ce qui est écrit textuellement, ce n'est pas jour, mois, année, ni jour de naissance, mois de naissance, année de naissance, c'est JJMMA. Donc là, effectivement, ce qu'il faudrait vocaliser pour que l'utilisateur puisse comprendre la saisie qui est attendue, c'est encore une fois jour de naissance, mois de naissance, année de naissance, et pas JJAMA. Et donc, on va regarder si ce qui est vocalisé est correct ou pas. VoiceOver activer réglage système. Chrome. Maison de Champagne, civilité, prénom étoile, nom étoile, JJ, JMM, AA, menu local condensé, combo box. Vous êtes actuellement sur combo box. C'est VoiceOver désactivé. Donc ici, ce qui me vocalisait, c'est ce qui est malheureusement écrit à l'écran, donc JMMAA. Donc effectivement, on ne m'a pas dit que c'était une date de naissance, on ne m'a pas dit que c'était un jour, on ne m'a pas dit que c'était un mois, on ne m'a pas dit que c'était une année, et on ne m'a pas dit qu'ils étaient obligatoires. Donc là, effectivement, il manque des choses en termes de contribution pour faire en sorte que l'utilisateur soit en capacité de comprendre la saisie qui est attendue. Donc là, il y aurait effectivement des petites corrections à faire en termes de contribution de texte, d'intitulé, pour faire en sorte que la vocalisation se passe correctement. Ici. Donc ça, c'était au niveau des logiciels. On a aussi des matériels qui peuvent être adaptés. Donc, on va avoir des claviers adaptés avec des formes adaptées. On va avoir des souris adaptées. Donc, ça peut être les trackballs, les joysticks, voilà, les écrans tactiles, les microphones, le fait de parler à son ordinateur, je l'ai dit. Si vous avez des exemples de contacteurs, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de quelqu'un qui... pardon, je me perds. Voilà, contacteur au niveau de la tête. Il y a des plages braille également. Donc la plage braille, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est souvent utilisé en relation avec le lecteur d'écran. Le lecteur d'écran va parler. Au moment où il parle, ce qui est dit va être traduit, entre guillemets, en braille, et il va y avoir des petits picots qui ressortent, et la personne va pouvoir lire en braille. Ce qui fait que ça sera moins fatigant pour elle, si elle sait lire le braille, bien évidemment, de lire en braille ce qui est dit par le lecteur d'écran que de l'écouter non-stop. C'est comme si vous, quand on vous parlait dans l'oreille non-stop 24 heures sur 24, forcément, au bout d'un moment, vous allez être fatigué. C'est pareil aussi pour les personnes qui sont aveugles. Certains préfèrent utiliser la plage braille parce que c'est plus reposant pour eux que d'écouter le lecteur d'écran. Le contacteur de souffle, donc là, c'est des gens qui vont interagir avec l'ordinateur en soufflant dans une petite paille, ou alors ça peut être au niveau de la bouche, ça peut être au niveau de tout un tas de détection du mouvement des yeux ou ce genre de choses. Par exemple, un livre qui est assez connu qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon, qui a été écrit par une personne qui est tétraplégique et qui a écrit en utilisant effectivement le mouvement des yeux pour interagir avec un clavier virtuel et écrire son livre de cette manière-là. Voilà quelques exemples. Et on a également des périphériques de sortie, donc évidemment les écrans, les haut-parleurs, je l'ai dit, la tablette braille,
les vibrations, les flashs d'un téléphone, des imprimantes qui peuvent dans certains cas être des solutions aussi pour récupérer de l'accès à l'information. Voilà sur cette partie-là. Maintenant, donc, qu'est-ce que je dois prendre en compte quand je prends en compte l'accessibilité? Je dois en prendre en compte 3 sujets. On l'a dit, il y a un sujet aujourd'hui pour ce qui concerne les formulaires, qui est géré effectivement côté équipe de développement le Sphinx, c'est la partie code. La partie design, elle vous est effectivement aussi soumise avec des choses par défaut, mais vous avez des éléments de personnalisation. Donc si vous décidez d'écrire vos questions en jaune sur fond blanc, bah, ce n'est pas de la faute du Sphinx, entre guillemets. Le Sphinx peut vous fournir des éléments de personnalisation, peut vous donner des conseils sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, mais au final, c'est vous qui choisirez ce que vous allez utiliser comme couleur. Donc là, effectivement, il y a des choses en termes de design à respecter qui sont de votre responsabilité. Même chose, on l'a dit, sur les aspects contributifs, il y aura des moments, en fonction des questions que vous utilisez, où il faudra contribuer des informations pertinentes pour que l'utilisateur comprenne à la fois l'intitulé des questions, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas, est-ce qu'il y a des formats de saisie obligatoires à respecter ou pas. Tout ça, effectivement, sera à votre main en termes de contribution. Et on verra quelques bonnes pratiques en fin de webinaire. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors au-delà des questionnaires spécifiques et du cas spécifique des questionnaires le Sphinx, l'accessibilité, en fait, ce n'est pas différent des autres projets. Aujourd'hui, quand on vous demande de faire des sites sécurisés ou des sites ergonomiques ou des sites compatibles avec le référencement, c'est des sujets que vous prenez en compte dès le début de la conception. Ce n'est pas une fois que le site il est développé et sorti en production que vous vous posez la question, est-ce que mon site il est sécurisé? C'est la même chose sur l'accessibilité. L'ensemble des acteurs qui interviennent sur la construction du service doivent être sensibilisés, formés et compétents sur le sujet, si on veut arriver à la fin à un résultat qualitatif. Ce n'est pas effectivement, encore une fois que le design a été validé, qu'on va se rendre compte qu'il n'est pas bon et qu'il faut venir le corriger. Donc c'est important que chacun puisse, à sa hauteur, entre guillemets, intégrer ce sujet-là dans ses pratiques. Un autre exemple aussi, tout bête, vous recrutez des gens, quand vous recrutez des gens, si vous ne leur demandez pas s'ils sont compétents sur l'accessibilité ou si vous n'avez pas prévu de formation une fois qu'ils sont arrivés chez vous pour les faire monter en compétences, s'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas forcément volontaire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, il y a encore de très nombreux designers, développeurs, chefs de projet qui rentrent dans le milieu du travail sans jamais avoir entendu parler de l'accessibilité. Donc, on espère évidemment que ça va changer avec les évolutions réglementaires et de plus en plus de gens qui sont touchés et concernés par ces obligations. Mais aujourd'hui, ça reste encore le cas et donc ça demande effectivement une vigilance et un effort de prise en compte sur l'ensemble des services. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà pour cette petite présentation. Alors là, on va passer au premier temps de questions-réponses avant d'aller sur la deuxième partie consacrée aux bonnes pratiques et à notre démarche. Donc, je vais reprendre quelques questions qu'on a vues. On nous demande comment mettre en œuvre la navigation au clavier. Donc, je pense, côté code, qu'est-ce qu'on a prévu pour que ça marche, mais aussi, si on veut utiliser notre clavier, peut-être aussi pour tester nous-mêmes comment ça marche, quelle touche on utilise à part la touche Tab, peut-être en dire un petit peu plus, Aurélien, là-dessus. Alors, à faire, en fait, si vous utilisez correctement le codage HTML, c'est-à-dire qu'en HTML, vous avez des éléments qui sont des éléments d'interaction, je l'ai dit, les liens, les boutons, les éléments de formulaire. Si vous utilisez nativement ces éléments-là, vous n'avez rien à faire. Nativement, ces éléments vont être atteignables au clavier par les utilisateurs. Si vraiment vous deviez, pour des raisons X ou Y, développer un composant sur mesure qui n'existe pas en HTML et faire quelque chose avec du JavaScript, il est possible de rendre atteignable au clavier un élément qui normalement ne l'est pas. On a un attribut qui permet de faire ça, qui est l'attribut tab-index égale 0. Mais à 99% de mon expérience, la plupart du temps, avec déjà les liens, les boutons et les éléments de formulaire, à 99%, vous pouvez déjà rendre accessible au clavier les interfaces sans prévoir de développement spécifique. Le seul point qui serait peut-être en développement spécifique, c'est effectivement quand vous avez une gestion particulière du clavier en termes d'ordre à faire. Par exemple, vous cliquez sur un bouton, ça fait apparaître quelque chose. Vous voulez gérer le fait que le clavier va se positionner sur ce quelque chose. Et là, effectivement, il faut faire du JavaScript et dire quand j'active le bouton, le focus est déplacé à tel endroit.
pour s'assurer qu'il soit au bon endroit. Et ça, encore une fois, c'est plutôt quand vous faites un développement sur mesure de quelque chose de zéro. Là, dans le cadre de ce qui est développé des formulaires Le Sphinx, en tout cas de tous ceux des parcours qu'on a analysés, tout ça est déjà fait. Côté technique, vous n'avez pas, vous, à faire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et après, pour la partie test, effectivement, je l'ai dit, si vous voulez simuler, c'est utiliser les touches du clavier. Donc, ça va être la touche tabulation. La touche de tabulation va vous permettre, ou shift tabulation pour aller en arrière. La touche tabulation, elle descend dans la page. La touche shift tab, elle permet de remonter dans l'autre sens. Et après, pour activer des éléments, ça va être soit la touche enter, soit la touche espace. Et parfois, vous avez aussi les touches flèche gauche, flèche droite qui permettent, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour déplacer le curseur. C'était avec les flèches directionnelles, flèche gauche et droite, qui est en fait, pourquoi c'est les flèches gauche et droite? Parce que derrière, en termes de codage, ce qui a été utilisé sur ce composant-là, c'est un composant natif HTML qui est ce qu'on appelle un range, un input type range. Et nativement, c'est comme ça que fonctionne l'input type range. Donc, dans les navigateurs, c'est comme ça qu'il a été prévu qu'il fonctionne et que les utilisateurs sont habitués d'interagir avec ce type de composant. Parfait pour cette question-là. On nous demandait aussi si on pouvait fournir le lien vers le questionnaire type. Donc ça, on vous l'enverra soit dans le chat si mon équipe l'a ou suite au webinaire. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez voir vraiment ce qui a été évalué. On nous demandait est-ce qu'on devrait tester nos enquêtes avant de les lancer? Donc là, je pense que on peut peut-être rappeler que côté code, nous, on a tout bien fait, mais il y a un côté contributif qu'on verra après. Tu peux peut-être en dire plus, Aurélien, sur cette partie-là. Oui, alors après, tout dépend de vos obligations réglementaires, effectivement. Vous pourriez peut-être, dans certains cas, être obligé, effectivement, de faire une vérification de votre côté pour pouvoir couvrir, effectivement, ces éléments liés à la contribution et ces éléments liés à la charte graphique. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez tout à fait aussi déjà vous appuyer dans un premier temps sur ce qui est fourni par le Sphinx en disant, voilà, le socle technique est à tel niveau de conformité. Après, il restera les sujets, encore une fois, contribution et design, mais ça permet déjà d'apporter un premier élément de réponse en cas de contrôle ou de questionnement de la part des autorités administratives. Tout à fait. Sur la réponse suivante, là c'est moi qui vais répondre, de savoir si on a des logiciels pour lire les rapports d'enquête réalisés sur DataViv. Donc la partie DataViv n'a pas encore été analysée, c'est peut-être le projet de l'année prochaine, on en parlera, Aurélien. Mais pour l'instant, on n'a pas sur cette partie-là, on n'a pas le document sur cette partie-là. On nous demandait, avec la lecture immersive, il faut prendre en compte le temps de réponse à une enquête qui est rallongé. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque. Si tu veux réagir là-dessus, Aurélien. Ça prend plus de temps, finalement, de répondre à une enquête pour ça. Ce qui est prévu, normalement, là, je vais plutôt me tourner vers ce qui se fait dans le milieu de l'éducation nationale, par exemple. On a ce qui s'appelle le tiers-temps, et donc compensatoire. Donc, si vous êtes en situation de handicap, si, par exemple, vous avez un examen où, normalement, vous avez 1 heure pour répondre, vous avez le droit à un tiers-temps supplémentaire pour pouvoir, effectivement, avoir plus de temps pour répondre compte tenu de votre situation de handicap. Voilà, donc là, après, tout dépend à quoi sert votre questionnaire. Si c'est effectivement pour faire des quiz avec des durées très restreintes, si c'est par contre des questionnaires qui sont ouverts pour n'importe qui, entre guillemets, pendant une durée de 1 mois, 2 mois, 3 mois de réponse, là, il n'y a pas de cette notion-là. La personne, elle peut remplir son questionnaire de manière tranquille. Le seul sujet, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, c'est possiblement le sujet de l'expiration de la session qui peut arriver, mais qui est là et, je dirais, intrinsèque à la solution logicielle en elle-même, où forcément, il y aura forcément à un moment donné une limite dans la saisie qu'on peut réaliser. Sur l'expiration de la session, il faudrait vraiment qu'il ne se passe rien du tout sur le questionnaire pendant très longtemps pour que ça expire, je le précise. C'est parce que j'avais ouvert ce matin le questionnaire à 8 h et que quand on voit forcément à 10 h, à 11 h, c'est plus possible. Voilà. On nous demande aussi, est-ce que l'IA fait progresser la retranscription vocale des écrans? Alors, il n'y a pas vraiment l'IA n'apporte pas grand-chose aujourd'hui sur les lecteurs d'écran en termes de restitution. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que les navigateurs commencent d'eux-mêmes à corriger une partie des choses. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, l'aspect, alors avec des travers, là aussi, l'aspect alternatif d'image, où aujourd'hui, certains navigateurs, Chrome par exemple, et Safari de l'autre côté, sont capables de faire de la reconnaissance d'image et de générer des alternatives d'images pour des alternatives d'images, pour des images qui n'en auraient pas.
Mais effectivement, on se retrouve du coup, la plupart du temps, à avoir de la vocalisation, d'éléments, encore une fois, décoratifs. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Il y a des cas de figure où ça pourrait être utile. Par exemple, on peut imaginer que sur des CAPTCHA ou ce genre de choses, ça peut être une partie de la réponse au problème. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore la réponse ultime, en tout cas en matière d'accessibilité et de conformité. Ah, je ne t'entends plus, Muriel. Je ne sais pas si... Pardon, j'avais oublié le micro. Désolée. Je disais une dernière question avant la partie 2. C'était la personne qui nous demandait tout à l'heure s'il fallait tester ces enquêtes avant de les lancer, qui précise qu'elle, donc Basile, qui pensait plus à des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap, par exemple via des panels de testeurs que l'on pourrait constituer pour ces enquêtes. Est-ce que ça serait une bonne chose de faire ça? En soi, en termes réglementaires, vous n'avez pas d'obligation de le faire. Après, si vous avez capacité de le faire, oui, évidemment, n'hésitez pas. Et puis même pour les équipes Le Sphinx, voilà, il y a la conformité, je dirais, technique, réglementaire, mais après, l'utilisabilité, c'est encore un autre sujet. Il y a peut-être des composants qui, en matière d'ergonomie, pourraient bénéficier effectivement d'avis utilisateurs. Donc voilà, je pense que toute matière est bonne à prendre en termes de retour qualitatif. Donc, si vous avez l'occasion et l'opportunité, je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr que vous obtiendrez des retours les plus précieux et les plus concrets dans ces cas-là. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie 2. Je vais repartager mon écran et on reviendra sur les questions que vous pouvez avoir, que vous pouvez poser maintenant. On y reviendra en fin de présentation. Hop, je partage. Et normalement, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci Aurélien pour la confirmation. Donc, je passe sur la partie 2. On va à la fois voir ce qu'on a fait côté Sphinx en quelques mots et après, je vais vous partager quelques bonnes pratiques, comme on disait, à destination des contributeurs, donc ceux qui réalisent les questionnaires au sein des enquêtes. Alors, hop. Donc, sur notre démarche, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on s'est dit que ça faisait quand même quelques années que nous n'avions pas réévalué l'accessibilité de nos questionnaires. Depuis que cela avait été fait, une nouvelle version du RG2A a été sortie et en plus, on avait ajouté des nouveaux types de questions au sein de notre logiciel Sphinx IQ3 qui n'avaient pas été évalués sur cette partie-là. Donc, on a inscrit ce sujet pour l'année 2025 et on a choisi donc Temesis pour nous accompagner sur cette partie-là. Donc, comment ça s'est passé? En tout début d'année, on a réalisé un questionnaire type. Donc, on vous donnera le lien, comme je vous le disais tout à l'heure, qui contient une vingtaine de types de questions. Et là-dessus, un mois après, Temesis est intervenu pour réaliser un audit. Donc, ils ont évalué sur l'ensemble des critères du RG2A et ensuite WCAG la conformité de ce questionnaire type. Donc, suite à cet audit, il est ressorti un certain nombre de non-conformités. Pour être totalement transparent, on était on approchait les 65-66% de conformité à cette étape-là. Donc, on a mis en place un certain nombre de corrections. Donc là, c'est notre équipe de développement qui a vraiment travaillé dur pour faire le code le plus propre possible à ce niveau-là. Et un contre-audit a été réalisé, suivi d'une déclaration qui a donné lieu à une déclaration RG2A et aussi une déclaration WCAG, puisque donc, le RG2A dépend du WCAG. Donc, il y a un certain nombre, un socle de critères qui sont communs. Il y en a moins dans le WCAG que le RG2A, mais on a pu faire les deux déclarations. Alors, fin du suspense, les résultats. Donc, sur la base de ce formulaire type, on a un peu plus de 96% de conformité à la dernière version du RG2A et 94% de conformité au WCAG 2.1. Je précise que la version 2.1 n'est pas la toute dernière. Aurélien, si tu veux nous dire une précision là-dessus. Oui, donc aujourd'hui, la version WCAG 2.1, c'est celle qui est reprise par la norme européenne et qui est reprise dans le RGA également. Néanmoins, depuis, elle a évolué dans une nouvelle version WCAG 2.2 qui fera l'objet d'une mise à jour de la norme européenne puis du RG2A, sans doute dans l'année 2026, on l'espère en tout cas. Voilà. Donc rendez-vous en 2026.
Oh, je suis allée trop vite. Pardon. Hop. Je voulais préciser que donc, sur la vingtaine de types de questions qui ont été auditées, nous avons vu qu'il y avait 2 questions qui étaient potentiellement non compatibles avec les normes de l'accessibilité, qui sont le glisser-déposer et la question de classement. Pourtant, vous l'avez vu tout à l'heure, Aurélien a navigué sur la question glisser-déposer, donc elle ne pose pas de souci dans une utilisation au clavier, mais si on vocalise via un lecteur d'écran, eh bien, tout n'est pas encore correctement codé pour que ça puisse fonctionner. Donc là, ce qu'on vous conseille, en attendant qu'on corrige pour encore plus pour ces 2 questions-là, c'est de potentiellement ne pas les utiliser si vous visez le 100% de conformité. J'ai bien dit sur la base d'un formulaire type, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises avec Aurélien, tout dépend aussi de votre contribution à vous, donc de l'aspect contributif. Si vous respectez toutes les bonnes pratiques qu'on va voir ensuite, et puis d'autres, parce que la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez atteindre le 100% de conformité. C'est tout à fait possible. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'il y a au sein du formulaire. Par contre, si vous ne respectez aucune des bonnes pratiques qu'on va voir ensuite, eh bien, vous pouvez être bien en deçà de 96% de conformité. Donc, la solution est aussi entre vos mains. Et je précise aussi que si vous voulez vraiment connaître de manière sûre votre niveau d'accessibilité, votre taux de conformité, eh bien, il faut faire appel, comme on l'a fait, à un expert accessibilité, parce qu'en autonomie et sans les connaissances vous pourrez faire des premiers petits tests, mais pas produire une déclaration d'accessibilité. Ce n'est pas possible, sauf si je me trompe, Aurélien. Sauf à ce que vous soyez vous-même formé, effectivement, voilà, à faire de l'audit ou maîtriser l'analyse des différents critères. Mais voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, majoritairement, si vous n'avez pas cette compétence-là, je ne peux pas vous conseiller de vous lancer dans la déclaration d'accessibilité. Alors, on va passer maintenant aux bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'assurer une conformité aux normes RGDA et WCAG? Pour les questionnaires, bien sûr. Donc, la première, c'est vraiment une recommandation qui est commune à plusieurs critères, c'est de vraiment respecter les niveaux de contraste. Donc, avoir un contraste suffisant entre le texte et le fond. Et si c'est un élément non textuel, donc d'avoir aussi un contraste suffisant entre cet élément et le fond. Par exemple, une bordure d'un champ de formulaire qui doit être suffisamment contrastée. Donc là, tout dépend. Donc Aurélien, tu me coupes s'il y a des choses à préciser ou si ce n'est pas correct. Mais tout dépend de la taille de votre texte aussi. Comme je le disais, est-ce que c'est un élément textuel, non textuel? Vous avez des rapports de contraste différents à respecter et aussi si vous visez le niveau AA ou AAA. Et donc, pour ne pas vous embêter à connaître toutes ces subtilités, on vous conseille d'utiliser l'outil qui s'appelle Color Contrast Analyzer de Pachelo Group. Donc, c'est un outil gratuit à télécharger qui vous permet de tester vraiment ce rapport de contraste. Je vous montre en direct. Hop. Donc là, c'est cet outil-là. C'est très facile à utiliser parce que j'ai une petite pipette qui me permet de définir ma couleur de premier plan. Donc ici, c'est mon rose. Hop. Donc je vois le rose qui apparaît. Ma couleur d'arrière-plan. Et là, je vois que rien n'est conforme parce que rose sur violet, ça ne marche pas. Mais par contre, si je change mon premier plan pour le mettre en blanc, comme je l'ai fait ici, il faut que je vise bien. Hop. Mince, je n'ai pas visé le blanc, donc je vais prendre le blanc d'ici. Eh bien, on voit que ici tout est conforme suivant toutes les subtilités demandées. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et vous embêtez pas du coup sur les bordures des champs, tout ça. Nous, on a travaillé ce contraste-là, tout ce qui est par défaut, ça fonctionne bien. Mais c'est sur votre aspect, pour respecter votre charte graphique à vous, il faudra peut-être faire des petites adaptations pour être conforme. Aussi, on vous conseille de créer un modèle simple, de privilégier plutôt un fond uni, clair, pour mettre au fond de votre questionnaire, pour être sûr de respecter justement ces notions de rapport de contraste, parce que si vous mettez une image en fond, forcément, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un niveau de contraste qui n'est pas suffisant. Ici, nous vous avons listé tous les types de questions qui sont compatibles avec les normes d'accessibilité. Je dis bien compatibles puisqu'il y a votre aspect contributif qui rentre en compte dedans, mais c'est ceux qui ont été évalués dans le cadre de l'audit et qui ont donné une conformité, qui ont été évalués comme étant compatibles avec l'accessibilité. Donc, vous pouvez utiliser tous ces types de questions, un peu l'esprit tranquille et travailler seulement les bonnes pratiques que l'on voit ensemble et d'autres qui vous seront partagées par la suite.
Si vous avez une question obligatoire, alors on vous demande aussi de mettre en consigne, vous pouvez dans nos logiciels mettre une consigne pour indiquer le caractère obligatoire de cette question. Donc là, c'est aussi parce qu'il y a une contrainte de saisie, on oblige l'utilisateur à répondre à la question et la personne en situation de handicap doit aussi connaître ce caractère obligatoire. On conseille, ça c'est une recommandation, pas une obligation, mais de mettre cette consigne juste en dessous du libellé de la question et non pas en dessous des modalités de réponse, puisque comme ça, on a vraiment la consigne avant d'avoir les modalités, et c'est mieux ainsi. Est-ce que ça aurait suffi de mettre un astérisque, Aurélien, pour indiquer le caractère obligatoire? Alors, si l'astérisque est indiqué comme étant le caractère qu'il faut utiliser pour être obligatoire en début de formulaire et à chacune des étapes, et qui est rappelé au début de chacune des étapes, donc on a un texte, par exemple, les champs avec une astérix sont obligatoires, et qu'après on retrouve les astérix à côté de chacun des champs obligatoires, oui, c'est une solution qui est valable. Merci pour la précision. Hop. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la consigne, si vous avez des questions fermées uniques avec donc une seule réponse unique, eh bien, il faut l'indiquer. Si vous avez une question de type fermé multiple où vous imposez un nombre de réponses maximum, eh bien, il faut indiquer quel est le nombre de réponses, soit minimum, soit maximum, soit les deux. Si vous avez un format de saisie spécifique attendu, il faut également l'indiquer en consigne. Et c'est valable aussi pour l'adresse email. Donc, par exemple, si vous avez un champ adresse email, eh bien, on consigne. Il faut vraiment indiquer l'exemple qui est attendu. Là-dessus, je ne sais pas si tu veux apporter une précision, Aurélien. Pourquoi on indique ce type de format, même sur l'email? Encore une fois, c'est pour éviter la saisie avec des erreurs et faciliter effectivement la saisie dès le départ en respectant les consignes. Plus vous êtes détaillé sur les consignes attendues, moins l'utilisateur va générer d'erreurs et moins il aura de difficulté à corriger ses erreurs et à les repérer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que pour une personne non-voyante, il n'y a pas cette notion de je mets un cadre rouge, la couleur qui est utilisée pour signaler les erreurs ou les icônes, elle ne les voit pas. Donc, si effectivement les consignes ne sont pas claires, il y a un risque pour elle de rater le pourquoi elle n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Merci pour la précision. Autre bonne pratique aussi à mettre en place, c'est que nous, côté code, notre équipe de développement a fait en sorte de rapprocher dans le code l'étiquette du champ. Donc là, vous voyez l'étiquette code postal. Dans le code, elle est bien associée au champ. Mais visuellement, elle doit l'être aussi. Donc là, par exemple, ici, bien, ce n'est pas le cas, ce n'est pas collé, ferré, aligné à droite, on va dire, au champ, alors que ici, ça l'est. Donc là, c'est plutôt utile pour les personnes qui auraient un niveau de zoom important ou pour d'autres types d'utilisation que je n'aurais pas en tête, mais je pensais surtout au zoom pour cette partie-là. Je peux préciser si j'en ai. C'est principalement pour les gens qui ont un zoom, puisqu'effectivement, si on a un espace qui est variable entre la fin des intitulés et le début des champs, elles ne peuvent pas anticiper un mouvement à faire pour trouver où se situe le champ. Et surtout, du coup, elles peuvent à un moment donné arriver à trouver le champ, mais ne plus savoir si c'est la question d'au-dessus, la question d'en dessous, et donc pouvoir associer vraiment l'intitulé à chacun des champs. Donc, ce qui va ensemble, on le colle ensemble. Aussi, si vous utilisez des questions de type échelle graduée, échelle numérotée, on vous conseille de laisser les légendes qui apparaissent bien par défaut dans nos logiciels. On sait par défaut, vous voyez les bornes qui ne sont pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. On a la possibilité de les enlever parce qu'on laisse le choix de le faire. Peut-être qu'on ne le laissera plus un jour, mais en tout cas, on vous conseille de ne pas enlever ce qui a été défini par défaut. Aussi, si vous avez des liens ou des boutons, alors il faut qu'ils soient pertinents et explicites. Alors là, imaginez que comme tout à l'heure, Aurélien, il naviguait d'éléments cliquables en éléments cliquables. Imaginons que je navigue de lien en lien. Si j'ai que des liens du type cliquer ici, ça va me vocaliser, cliquer ici, cliquer ici, cliquer ici. Je n'aurai pas le contexte associé. Alors que si mon lien est suffisamment explicite, comme celui-ci, je sais que je vais aller naviguer vers l'étape 2 qui s'appelle « Votre avis ». N'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Tout à fait ça. Parfait. L'information aussi ne doit pas être donnée uniquement soit par la couleur, la taille ou la position. Alors, imaginons par exemple ici, on nous demande de cliquer sur le triangle vert pour valider ou le triangle orange pour passer.
Et bien là, je pense que, par exemple, le directeur du Sphinx pourrait être aussi en situation de handicap, ayant un daltonisme. Il ne pourrait pas voir la différence entre les deux triangles. On est beaucoup à être concernés par ce type de handicap ou d'autres. Donc c'est pour ça qu'on ne se base pas uniquement sur la couleur ou la forme. Donc là, ici, j'ai à la fois modifié, on a couleurs différentes, formes différentes. Et le mieux, c'est d'avoir un intitulé explicite dessous pour savoir vraiment à quoi est associée une forme, une couleur ou une position. Si vous ajoutez des vidéos dans vos questionnaires, eh bien là aussi, il faut qu'elles soient accessibles. Donc, ce qui est demandé, c'est d'avoir des sous-titres, une transcription intégrale et encore mieux, une audio-description aussi. Donc, ça demande un peu plus de travail. Là, peut-être que l'IA peut être utile parce qu'elle nous aide quand même pas mal pour cet aspect transcription. Donc, j'ai mis un exemple qui vient de Design Groove, qui a plein de petites vidéos très bien faites sur ce sujet-là. Et c'est aussi valable pour si vous ajoutez des fichiers de type PDF, ils doivent être aussi accessibles. Est-ce que tu veux préciser quelque chose, Aurélien ? Oui, sur l'aspect PDF. Alors effectivement, l'aspect audio-description, c'est clairement pas le sujet le plus simple à adresser. Hein. Néanmoins, déjà, dans un premier niveau, si vous avez une transcription qui reprend à la fois les éléments de sous-titrage et les éléments d'audio-description, ça fait déjà quand même un accès à l'information. Ça ne sera pas parfait, mais ça permet déjà d'avoir accès à l'information. Et sur les PDF, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que vos PDF peuvent avoir plusieurs sources. Soit ils sont récupérés depuis un Word, soit ils sont générés avec du InDesign, soit parfois ils sont générés avec des logiciels. Et c'est que ces logiciels, encore une fois, souvent ne permettent pas de faire de l'accessible. Ça peut demander effectivement de faire évoluer des chaînes de production de PDF. Pour ce qui est du Word et du InDesign, ça demande de savoir utiliser correctement Word, de savoir utiliser correctement InDesign pour arriver à produire du PDF qu'on va appeler balisé, qui en fait comme une page web. Voilà, ceci est un titre, ceci est une liste, ceci est une image avec telle alternative. Voilà, mais pour ça, il faut bien savoir utiliser ces logiciels-là et ça peut demander effectivement une formation spécifique. Donc là, on a vu quelques bonnes pratiques. Il y en a d'autres. On a l'intention de produire un petit guide qui vous permettra de connaître l'ensemble des bonnes pratiques à destination du contributeur d'enquête. Vous en avez déjà quelques-unes à appliquer. Avant de passer à la partie questions-réponses, je vous indique juste que le 10 juillet, on aura un nouveau webinaire qui, cette fois-ci, sera consacré de la voix du client à l'action pour savoir comment structurer et exploiter vos verbatims. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je ne sais pas s'il y a une actualité de côté Témésis à annoncer, si tu as envie de partager quelque chose, Aurélien. Alors, pas directement de Témésis, mais pour information, donc, nous venons de créer avec d'autres acteurs, experts accessibilité également, Idéance, Etanago, et puis une association qui s'appelle l'AVH, et on espère que d'autres nous rejoignent prochainement. On vient de créer une association qui s'appelle A11Y France, qui a pour but effectivement de regrouper les acteurs qui, 1, travaillent sur l'accessibilité, 2, sont concernés par l'accessibilité, et 3, qui possiblement sont des gens qui vont devoir mettre en œuvre l'accessibilité pour créer un lieu d'échange, de questionnement, voilà, pour les différentes personnes, travailler sur des sujets de reconnaissance de compétences, de certification, ce genre de choses. Donc voilà, si cela peut vous intéresser, vous pouvez nous contacter à contact@a11yfrance.org. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, A11Y est une abréviation, c'est le terme qui vient en tête, mais ce n'est pas vraiment le terme, je pense. Mais c'est pour accessibility en anglais, donc c'est quelque chose qui est très utilisé chez les experts accessibilité. On voit A11Y, mais le voir comme ça, c'est peut-être pas forcément accessible pour celui qui ne serait pas initié. Bon, c'est parfait. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Puis surtout, je vous dis un grand merci à Aurélien d'avoir pris le temps de nous partager son expertise, ses connaissances. Donc, merci beaucoup, Aurélien. Ah, on n'a plus ton micro peut-être? Non. Si, normalement. Ah, c'est ça, bon, ça marche. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Aurélien, et merci à tous pour vos questions, votre participation. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.